Laurent, qui va nous parler de réflexion sur la valorisation des jeux de données issus des recherches au C2RMF et application sur un cas d'étude autour du projet doctoral sur la caractérisation et l'emploi du blanc de zinc dans les peintures de chevalet. Vous avez compris? Et du coup, c'était une thèse qui était réalisée par Nicoletta il y a quelques années. Et c'est sur... Ouais. Elle est dernière. Ok. Merci. Elle est dernière. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Florent. Bon, je suis en Master 1 à TNH, Technologie numérique appliquée à l'histoire à l'École nationale des Chartes. Donc, c'est un master qui est assez particulier, qui s'intéresse aux objets patrimoniaux et en fait surtout à l'apport que les technologies en humanité numérique et ainsi de suite peuvent sur ces dits objets patrimoniaux. Et donc ici, je me place dans une situation qui est un peu particulière, contrairement à ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire que je ne vais pas me greffer sur un projet de recherche en particulier, je vais simplement apporter aussi des connaissances et des compétences sur donc, ce thème qui est archiver les données de la science. Puisque la thèse de Nicoletta a été... de Nicoletta Palladino, pardon, a été considérée dans l'élaboration de ce stage comme étant un point d'entrée vers une question plus large, qui est donc celle des données, d'archiver les données produites par des expériences. Donc l'idée derrière ce thème-là, c'est donc de pouvoir garantir un accès à long terme de ces données produites, de rendre aussi le travail plus efficace pour les chercheurs, notamment en évitant de répéter des potentielles expériences, de pouvoir retravailler aussi sur la matière existante, qui a été un thème qui a déjà été abordé par beaucoup de collègues. Apparemment, voilà, il y a beaucoup de données qui sont produites et toutes ne sont pas exploitées dans des projets, et ça pourrait être intéressant de pouvoir les réexploiter dans d'autres circonstances. Mais également aussi de garantir la qualité des données qui sont diffusées. Voilà. Donc il y a un constat qui est établi, qui est un manque d'une politique d'archivage et d'un cadre de classement clair sur ces données produites par les expériences. C'est lié à beaucoup de choses, la diversité des pratiques, la diversité des cas, la diversité des outils. Chaque personne a sa manière de procéder. Il y a des gens qui sont rattachés à un outil, il y a des gens qui sont rattachés à une thématique, et tout ça, en fait, ça amène des subtilités dans la gestion de ces archives-là. Il y a eu une réunion qui a été faite il y a quelques mois, il me semble, je ne sais plus exactement la date, qui s'appelait Réunion référentielle, référence, étalon, standard, modèle et échantillon entre le CICRP, le C2RMF et le LRMH. Il y a eu un questionnaire qui a été envoyé et à la question souhaitez-vous une mise en commun de votre référentiel, la réponse est systématiquement oui. Donc, ça pose vraiment un vrai problème de travailler ensemble sur tous ces sujets-là. Donc, ces problématiques techniques, elles posent un certain nombre de difficultés pour la gestion commune de ces archives-là. Une cartographie des données qui est compliquée à faire. On a des données qui sont éclatées entre différents supports, et notamment encore aujourd'hui beaucoup de supports mobiles. Quand on a un départ en retraite ou un changement de carrière ou un départ, ça pose aussi des questions pour retourner vers ces données-là. Et ça pose des vraies questions de conservation. Donc, il y a aussi donc, la multiplicité des données produites. Et en fait, plus on attend, plus le passif est grand. Et ça, c'est l'autre grand enjeu de cette question-là, c'est traiter le passif. Et ça, c'est un énorme travail. Il y a aussi des problématiques scientifiques. Garantir la sécurité de ces données-là, qui est quelque chose de très important. D'avoir aussi des moyens donc, de les nommer, de créer des référentiels, de parler aussi des protocoles, de garantir aussi l'interprétation que les gens ont fait de ces données, puisqu'évidemment, les données sont à interpréter. Quand on archive des données, il faut aussi être capable de rattacher ces données à l'interprétation qui en a été faite pour ne pas transformer la disposition dans laquelle les expériences ont été produites. Et donc, il y a aussi deux temporalités qui se rencontrent. C'est le travail, l'actif, et le passif, donc les données archivées définitivement, j'ai envie de dire. Et ça, c'est aussi un gros enjeu de créer un flux qui va du travail vers l'archivage définitif. Les objectifs. Les objectifs, c'est d'avoir une plateforme technologique qui soit commune,
Ça, c'est très important pour permettre aussi de valoriser les données entre les différents laboratoires et même avec l'extérieur. Donc, l'établissement de normes et de référentiels communs aussi pour qu'on puisse travailler tous de la même manière. Et aussi de s'adapter aux besoins de chacun, mais en essayant d'avoir un minimum de solutions technologiques différentes et d'avoir un maximum de choses qui arrivent à agréger beaucoup de besoins. Donc évidemment, voilà, il y a beaucoup de besoins différents et il faut aussi pouvoir avoir du suivi, de la formation sur les bonnes pratiques auprès du personnel du C2RMF et finalement trouver aussi des méthodes pour valoriser toutes ces données archivées. Donc pour réfléchir à tout ça, la méthodologie, donc, ça a été déjà de se confronter aux données, et c'est là où ce que j'ai fait actuellement sur la base de données, en fait, c'est en deux temps. Il y a des données qui ont été produites par Nicoletta Palladino, et ensuite il y a une base de données qui est la base de données référence Pigment, donc qui est dédiée aux matériaux de référence, donc pas des prélèvements, mais des exemples de matériaux issus du commerce, en l'occurrence sur le blanc de zinc. Et à la base, il s'agissait d'intégrer les données de la thèse de Nicoletta Palladino à cette base de données-ci. Aujourd'hui, on a décidé donc de faire une migration d'un outil vers un autre et je vous en parlerai plus tard. Donc ça a été une première manière de se confronter aux données. Ensuite, faire des audits auprès du personnel du C2RMF pour déterminer leurs besoins, leurs pratiques, leurs possibilités. Donc tout ça, c'est des choses à évidemment intégrer. Et ensuite, donc il faut modéliser tous les processus et établir un certain nombre de propositions. Pour l'instant, pour répondre aussi aux besoins qui sont dits par le ministère, j'ai proposé de passer sur une solution qui s'appelle GRIST, qui est un projet, un outil collaboratif et en ligne qui fait partie de la suite numérique et qui est supporté par la DINUM. Donc, c'est pérenne, c'est plutôt pérenne et c'est plutôt amené à prendre de l'importance dans le futur. C'est un outil qui est très récent et qui peut tout à fait remplacer des systèmes de base de données et des systèmes de tableurs. Il y a aussi les projets de faire évoluer Eros et Coref qui rentrent dans ce périmètre-là. Et il y a un dernier projet qui s'appelle Marco, donc matériaux de référence pour la connaissance et la conservation des objets patrimoniaux, qui là s'intéresse à la matériothèque et qui va amener beaucoup de développements qui sont en cours. Voilà. J'ai un peu rushé à la fin. Donc, je vous remercie. Je vous remercie de votre attention et puis voilà, je suis au fait. Rajouter des petits commentaires. Non, bah, du coup, ça ira. Je n'ai pas tout dit, mais il y a 40 000 matériaux à traiter. Si vous avez des questions. Voilà. Il y avait des concurrents sérieux. Comment? Il y avait des concurrents sérieux par rapport à... Alors oui, en fait, j'ai pas trop pu le développer. Il y a beaucoup de gens, enfin, comme je le disais, il y a beaucoup de situations et en fait, comme c'est des outils en no-code qui sont assez récents, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont allés soit vers FileMaker, soit vers Airtable, notamment beaucoup Airtable. Airtable, c'est un logiciel propriétaire, c'est une boîte noire, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Grist, c'est vraiment pensé comme étant une alternative à Airtable gratuite, open source, et surtout hébergée en France par la DINUM avec le cloud souverain. Donc toutes les données sont en France. Il y a évidemment, c'est aussi un peu une solution d'archivage, pas énorme, mais en tout cas, voilà, c'est associé au cloud souverain. Donc c'est une solution qui apparaît être pérenne. Et puis la DINUM, c'est quand même gage d'outils qui sont censés rester. C'est voilà, une institution plutôt importante. Il y avait une autre question? Parler de données totalement et qu'il y a quelqu'un qui est en retraite. Est-ce que c'est vraiment ça qui se passe? C'est une façon exagérée, c'est des cas qui existent. Le problème, en fait, c'est pas tant en réalité, le problème, c'est pas tant dans la façon de conserver les données, même si ça existe, c'est plutôt de créer des liens entre les données. Parce que je voulais le développer, j'ai pas eu le temps, mais il y a aussi le souci de créer des référentiels, enfin de créer
pardon, des instruments de recherche, donc des moyens de partir d'une connaissance qu'on a, par exemple, d'une donnée, et de la retrouver effectivement. Parce qu'en fait, il y a des référentiels papier, il y a des choses qui sont sur des tableurs Excel qui sont un peu de partout. Donc en fait, il y a à la fois des données qui se perdent, mais il y a aussi des problématiques de créer des liens pour pouvoir les retrouver. Et c'est tout l'enjeu de créer donc des cadres de classement. Direction du numérique, et en fait, c'est une instance qui dépend du Premier ministre, enfin du cabinet du Premier ministre. C'est ceux qui développent, par exemple, France Transfert et ainsi de suite, c'est-à-dire leur objectif, et le cloud souverain, leur objectif, c'est de développer des outils numériques qui sont censés être des alternatives publiques à des choses qui existent déjà. Et donc, ça concerne principalement la fonction publique, mais pas que, mais surtout, ça concerne la fonction publique territoriale ou nationale. C'est essentiel des choses voilà, d'importance, quoi. Liste, ça peut être, c'est pensé pour pouvoir être utilisé dans la médiathèque d'un petit village ou dans un ministère ou dans une université ou enfin voilà quoi. C'est vraiment pensé comme ça. Tu parles de la mise à jour des ROS, tu as des infos sur. Non, mais je sais que c'est une volonté, voilà. C'est une volonté, enfin, de faire évoluer. Après, il y a déjà des choses qui sont en train, enfin, que Rouven est en train de faire, qui est plutôt une mise à jour technologique des ROS plus qu'une transformation vraiment du logiciel. Mais enfin, c'est une volonté qui existe. Et en fait, c'est des choses, voilà, on en parle beaucoup, et notamment à la réunion Marco, on en a parlé. Voilà. Oui, en plus, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a aussi quelque chose qui est autour de simplement la plateforme technologique d'Eros. Aujourd'hui, il y a des choses qu'Eros propose qui ne sont pas toujours exploitées à 100% de ses capacités. Donc, il y a aussi tout ce qui entoure les pratiques et les habitudes qui sont aussi à potentiel, avec un développement potentiel qui est là, voilà, qui pourrait être développé. Voilà. Puis Eros, c'est une chose, mais Eros, c'est que la pointe immergée de l'iceberg. C'est la partie immergée de l'iceberg. Complètement. On ne verse pas tout dans Eros. Complètement. Et du coup, il y a aussi toute cette question de toutes les données et de tous les résultats qui sont générés. Il ne faut pas intégrer dans Eros. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Notamment, quelque chose qui n'est pas qui est pas exploité à sa juste valeur sur Eros, c'est qu'apparemment, on a des moyens en tout cas de signifier qu'il y a eu telle expérience sur Coref, pardon, et qui n'est pas exploité à sa juste valeur. Voilà, enfin, c'est ce que Rouven m'a dit en tout cas. C'est de l'avis de Rouven. Juste un mot là-dessus, l'enjeu, c'est à la fois d'assurer la pérennité de Eros, bien sûr, et c'est d'améliorer la relation avec les autres briques des bases de données patrimoniales, complètement, du ministère de la Culture. Et c'est là où Eros a aussi son lot de problèmes, puisque Eros, c'est un outil qui est formidable, mais qui est difficile à intégrer dans un réseau plus large, dans une plateforme technologique plus large. C'est tout l'enjeu. Et en même temps, c'est un outil unique. Voilà, qui a été fait pour, et qui est quand même technologiquement très performant. Merci encore. Merci beaucoup.